Bonjour David Rivoire. Bonjour Nathalie, merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Avec plaisir. Alors peut-être pour commencer, on va pouvoir déjà redéfinir un peu la vie de la VAE, son origine, etc. C'est ce que j'avais prévu, faire quelques rappels de ce que tout le monde sait déjà. D'abord merci parce que je viens de réaliser qu'on avait 20 ans dans 3 mois. Janvier 2022, ce sera les 20 ans de la VAE. Et oui. Du coup, nos 20 ans aussi, c'est bien, c'est un bel anniversaire. On va parler de VAE, donc aujourd'hui je vais faire quelques rappels effectivement. Mais pas après, quand je parle de VAE, tout le monde commence à le savoir. Je suis un petit peu énervant et je parle d'autres choses très rapidement. Donc vous allez voir, je voudrais surtout aujourd'hui parler de ce que la VAE peut devenir et de l'enjeu que ça représente. Parfait. On parle d'insertion dans l'emploi, on vient de parler de soft skills avec l'intervenant d'avant. Et je pense que la VAE, c'est un truc qu'on a créé en 2002, très intéressant, mais qui est en train de complètement se transformer. Donc quelques rappels d'abord de ce que tout le monde sait. La VAE, ça date de 2002, donc la loi de modernisation sociale, qui est une grande loi qui a modernisé donc le paysage administratif avec un petit article sur la VAE qui est passé totalement inaperçu parmi 200 autres articles et qui a dit un truc un peu génial il y a 20 ans et on peut transformer l'expérience en diplôme. Alors il y a eu quelques lois antérieures, la VAP, etc. Mais en 2002, il y avait vraiment une affirmation très très forte de dire ça y est, on va pouvoir obtenir un diplôme sans suivre une seule minute de formation et sans passer d'examen. C'est un peu perturbant au début comme ça, dans un pays qui est le nôtre, qui est un pays des sachants, du système éducatif, etc. Oui, puis on en parlait juste avant, un pays du diplôme. Un pays du diplôme, exactement. Moi, je dis souvent qu'en fait, c'est vrai qu'on est un des seuls, voire un des derniers pays à donner autant d'importance au diplôme, mais en fait, en créant la VAE, à laquelle on réfléchit depuis déjà 84, donc c'est quand même pas neuf comme sujet, en fait, on a inventé le remède de notre maladie, qui est la diplomite, qui est de donner tant d'expérience au diplôme. On s'est dit, tiens, si le diplôme a tant d'expérience, il va bien falloir qu'on comprenne qu'il y en ait qui ne l'est pas et qu'on transforme le truc. Et c'est comme ça un peu ces réflexions-là qu'est née la VAE. Et en fait, ce dont elle souffre aujourd'hui, c'est que du coup, elle a toujours été vue comme un truc marginal qui s'occupe de quelques personnes dans un mécanisme de réparation, de personnes qui n'ont pas eu de diplôme. Mais en fait, ce que je voudrais un peu dire aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus large dans ce qu'on peut en faire. Mais d'abord, je vais finir sur les rappels. Elle permet de transformer l'expérience en diplôme. Historiquement, il n'y avait qu'un seul prérequis, c'est 3 années d'expérience. C'était le seul règle pour rentrer en VAE. En 2017, ça a été rabaissé à 1 an d'expérience. Donc aujourd'hui, ça peut paraître étonnant, mais dès lors que j'ai 1 an d'expérience, je peux tenter n'importe quel diplôme par la VAE. Et ils sont nombreux, puisqu'il y a 15 000 diplômes qui sont accessibles par la voie de la validation des acquis d'expérience. C'est une obligation légale, c'est un droit individuel. Un diplôme d'État ou un diplôme reconnu par l'État a l'obligation d'être accessible par la VAE. Donc si je pousse le concept à la caricature, je pourrais tout à fait dire que dans l'absolu, j'ai arrêté l'école en 3e, j'ai travaillé 1 an et je peux demander un master en VAE. Évidemment, il ne faut pas le faire. Mais juridiquement, c'est possible. C'est possible. C'est ce qui a pu perturber un peu tout le monde en fait, parce que ce soit 1 an ou 3 ans, c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est quelle est la teneur de l'expérience et comment elle produit de la compétence versus celle qu'on est censé produire en suivant des cours. C'est ça, parce qu'au début, en fait, quand on commençait à entendre parler de la VAE, c'était surtout pour des personnes qui, justement, ont beaucoup d'expérience et qui se disaient, en fait, je fais le même boulot que mon collègue qui est plus récent, qui a tel diplôme, et juste parce que je n'ai pas ce diplôme-là, je n'ai pas la même rémunération, la même considération, mais on était vraiment sur de l'évaluation d'expérience de longue durée. Exactement, et c'est comme ça que ça a été conçu. D'ailleurs, la VAE a hérité de la VAP. La VAP, il fallait 5 ans d'expérience, la VAE, il fallait 3 ans d'expérience, puis en 2017, on a dit 1 an d'expérience. Donc, dans la phrase que tu viens de prononcer, qui est de dire c'était pour les gens qui avaient beaucoup d'expérience, la loi ne disait pas ça, mais c'est vrai que ça avait été un petit peu récupéré comme ça par les jurys, parce que ça pose la question, évidemment, qui est de dire combien il faut d'années d'expérience pour équivaloir à une année de formation diplômante. Et puis aussi peut-être parce que c'était vraiment la problématique en fait de ces personnes. Je pense que c'est elles qui portaient cette voie-là justement, des personnes qui avaient beaucoup d'expérience et qui se disaient je serais légitime aujourd'hui, même si j'ai pas fait les études, d'avoir le même niveau de... Exactement. Au départ d'ailleurs, il y a la souffrance de l'autodidacte, qui est compétent, mais qui n'est pas réputé compétent juste parce qu'il n'a pas de diplôme. Au départ, il y a ce questionnement-là. Et donc en fait, dans tout ce paysage-là, il y a un truc que personne ne voit en fait et qui est pour moi aujourd'hui la pierre angulaire du système, c'est que au moment où on déclare en 2002 on va transformer l'expérience en diplôme, une fois qu'on l'a dit, la question c'est comment on passe à un guichet, on échange son CV contre un diplôme et en fait à ce moment-là on invente un mécanisme absolument génial qui est un mode d'évaluation propre à la validation des acquis et qui simplement demande aux personnes de dire vous avez de l'expérience, 3 ans, 1 an, 5 ans, 10 ans, peu importe, maintenant il va falloir nous démontrer que cette expérience, elle vous a pourvu en compétences. Et la nuance, elle est très très forte. Parce qu'une expérience, pour bâtir le pont de la preuve que c'est amené une compétence, ça pose cette question-là. Et donc ce qu'on a demandé aux candidats à la VAE, c'est de fournir un récit expérientiel, argumenté, rédigé à la première personne du singulier. Donc on est bien dans le récit autobiographique professionnel, ce qui est déjà très loin de la théorie, de travailler un sujet. C'est-à-dire que même un mémoire de master ou de licence, on est sur un sujet théorique qu'on travaille.
Avec la VE, on est sur un récit autobiographique professionnel qu'on va venir argumenter, à travers lequel il va falloir faire la démonstration qu'on a par soi-même acquis les compétences qui sont censées être enseignées dans le diplôme qu'on demande. Et ça, c'est un exercice intellectuel qui est très très intéressant, qui a beaucoup été montré du doigt parce qu'on l'a beaucoup accusé d'être celui qui décourageait les gens en VAE, parce que c'est un exercice intellectuel engageant que de s'asseoir, de se retourner, de regarder ce qu'on a fait, de l'analyser, donner de la profondeur à ce qu'on fait. C'est un travail sur soi, là. C'est un travail sur soi, c'est presque une psychothérapie professionnelle. Elle est engageante, elle nécessite d'être actif, et j'y reviendrai tout à l'heure, là où nos pédagogies depuis 40 ans nous entraînent plutôt à être passifs. Je vais en formation, je vais m'installer dans une salle, écouter un formateur qui va me transmettre du savoir. Après, la question de est-ce que ça va se transformer en compétence et dans ma capacité de mettre en œuvre cette compétence, c'est autre chose. La VE est venue complètement percuter ça en disant si tu veux ton diplôme, il va falloir que tu fasses toi-même ta démonstration tout seul, que tu peux avoir développé des acquis par toi-même. Et donc là, on rentre dans un truc vraiment très très puissant, ce qui fait que nous, prestataires de la VE, acteurs de la VE, très très rapidement, du point de départ qui était de dire en fait on va s'adresser à des gens qui ont besoin de transformer leur expérience en diplôme et le Graal et le but ultime c'est d'avoir ce diplôme parce que c'est le blanc-seing pour exister, pour trouver un job, etc. et pour le mettre sur son CV. Ce dont on s'est très vite aperçu, c'est qu'en fait le chemin que je viens de décrire, c'est-à-dire prendre un papier, un crayon ou plutôt un ordinateur avec un Word et commencer à se questionner, ce qui n'est absolument pas évident, quel que soit son niveau de qualification. Donc on enlève tout de suite l'idée reçue que c'est difficile pour les gens qui ne sont pas allés à l'école et plus facile pour les autres, parce que la VE n'est pas que pour les gens qui n'ont pas de diplôme. Vous pouvez tout à fait avoir un bac+2, un bac+3, un bac+5 et avoir eu une histoire professionnelle totalement différente de votre formation initiale. Auquel cas, nous, on a vu arriver plein de gens qui avaient des bac+3, des bac+5 et la supposition selon quoi ils allaient être capables de s'auto-analyser professionnellement est complètement fausse. Donc en fait, il y a cette idée reçue qu'il faut gommer. En revanche, la vérité qu'on a assez vite trouvée, c'est que ce processus pédagogique de conscientisation de ce qu'on fait, d'analyse et de réflexivité, de se demander, au-delà du fait expérientiel que je vis, je me mets en perspective et je commence à me demander qu'est-ce qui m'apporte, en quoi je peux le reporter, etc. et d'une puissance pédagogique absolue. Et c'est pour ça que je suis venu nous dire tout à l'heure que j'allais vous parler un peu de VE, mais plutôt de ce que pourrait devenir la VE. C'est qu'on est maintenant tous dans le constat, même démontré que la pédagogie collective descendante, elle est inefficace. Donc on s'interroge beaucoup sur deux choses. C'est comment on entre dans des pédagogies actives, où la personne est acteur de sa progression. On parlait des soft skills tout à l'heure. Il y a un gros intérêt à se poser cette question-là, puisqu'on sait maintenant que les compétences hard, les compétences techniques qu'on acquiert notamment dans les diplômes, vous garantissent peut-être un emploi à court terme et encore, mais en aucun cas à moyen terme. Et donc ça interroge quelle est la compétence de demain pour louvoyer dans l'environnement professionnel. Une des hypothèses qu'on pose nous, c'est la capacité d'apprenance, c'est-à-dire la capacité sans arrêt à conscientiser ce qu'on fait, à le transformer en compétence et à anticiper la marche d'après. Je voudrais savoir, avant qu'on poursuive, en fait, quel est l'état d'esprit aujourd'hui des entreprises. Vous avez parlé tout à l'heure de la maladie, de l'obsession du diplôme. Mais en fait, aujourd'hui, quelle est la reconnaissance de la VAE par les entreprises? Est-ce que c'est reconnu comme un diplôme suite à un parcours de formation? Ce qui est important de voir aussi, c'est comment c'est accueilli par ces entreprises. Oui, il n'y a aucune étude là-dessus. Donc, il n'y a aucun moyen de répondre précisément à cette question. Il y a peut-être des gens comme nous qui avons une espèce d'angle de vue, d'observation, qui avons vu évoluer les trucs pendant 20 ans, avec effectivement plutôt au début de la VE, l'attitude qui était de dire que c'était un diplôme au rabais, qui était fait pour quelques autodidactes, avec qui on allait faire plaisir en donnant une petite médaille, etc. Petit à petit, on s'est quand même tous aperçus collectivement que par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'exigence de ce travail d'introspection personnelle était telle, et les attentes des jurys étaient telles, que très paradoxalement, ce mécanisme de transformation de quelque chose que je suis censé déjà savoir faire en diplôme, donc en médaille officielle, en réalité était un mécanisme de montée en compétence. C'est-à-dire que là où j'étais dans une démarche de simplement tamponner ce que je sais faire, finalement, le processus dans lequel on m'engageait était un processus qui, par la nécessité de m'interroger, élargissait complètement mon spectre et postural dans ma positionnement dans la chaîne de valeur de l'entreprise, dans le rôle que je peux jouer, dans le sens que je donnais à mon métier, et même en hard skill, puisque j'allais mettre en perspective les compétences. Et donc les entreprises se sont petit à petit aperçues de ça, à mon avis pas encore complètement, mais on est en train, à mon avis, là c'est bien, ça fait 20 ans, c'est long, hein, on est dans un temps long dans ces trucs-là, on est en train de s'apercevoir qu'en fait on est à l'aube de quelque chose et non pas à l'aboutissement, et c'est ce dont je vais vous parler là, maintenant, bientôt, après votre question.
Oui, très bien. Non, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment encore beaucoup de chemin à faire, de pédagogie. Et justement, voilà, ça fait 20 ans maintenant. Et du coup, les personnes, c'est vrai, sont beaucoup plus actrices quand on voit tout le chemin qu'elles doivent parcourir, ce travail sur soi. On voit que c'est un tout autre positionnement que d'être étudiant et d'exécuter, que là, de faire ce travail-là, de devenir beaucoup plus autonome et acteur. Je pense qu'il y a un engagement très différent aussi de la part de ces personnes qui suivent le VAE. Oui, et je vais saisir votre question. Bon, donc ce que ça questionne, c'est ce que c'est qu'être étudiant. Étudiant en formation initiale ou étudiant tout au long de sa vie. Est-ce que étudiant, c'est vraiment s'asseoir et tout remettre à un sachant dans la responsabilité qu'il va avoir de nous transmettre quelque chose, ou est-ce qu'être étudiant, c'est une autre posture qui est une posture active, d'interpellation de quelque chose où je vais moi-même me nourrir à l'aide de sachants qui vont me nourrir. Et c'est bien pour ça aussi que l'alternance s'est énormément développée ces dernières années, alors que l'alternance était vraiment strictement réservée uniquement aux métiers manuels, qui n'avaient pas la reconnaissance que ça a aujourd'hui. Absolument, et je suis moi-même un produit de l'alternance puisque j'ai fait 5 ans d'études en alternance, mais je voudrais peut-être aussi aujourd'hui faire une autre ouverture et parler des limites qu'on trouve même dans l'alternance, dans lesquelles certes, il y a le truchement d'une expérience d'un côté et d'une formation de l'autre, mais ça reste très hermétique. Ça reste très hermétique. Ça évolue beaucoup. Ça évolue beaucoup. Pour moi, il manque ce dont on vient de parler, c'est-à-dire à quel moment je prends le recul nécessaire pour dire qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, comment je le mets en œuvre, etc. etc. Et c'est un peu ce qu'on est en train d'essayer de porter nous, avec les nouvelles formes de VAE. C'est un peu de ça dont je viens parler, puisque la VAE, donc on vient d'en parler, elle permet de transformer l'expérience en diplôme. Telle qu'elle avait été conçue en 2002, nous on a appelé ça une VAE de sanction. Vous savez, un parcours diplômant, c'est sanctionnant. Je sanctionne par un diplôme, je sanctionne, etc. Et donc en fait, telle qu'elle avait été conçue, la VAE, on doit franchir plusieurs étapes. Je m'inscris, je suis recevable, pas recevable, je fais mon dossier, je m'inscris au jury, etc. J'ai mon diplôme, j'ai pas mon diplôme. Le fait est qu'il y avait c'était un entonnoir broyant, puisqu'on a plus de la moitié des gens qui n'arrivent pas au bout. Donc ça pose quand même la question. Est-ce que c'est l'exigence qui est trop forte? Est-ce que c'est les gens qui sont pas accompagnés, etc., etc. Et en fait, ce qu'on avait imaginé à cette époque-là, c'est qu'une personne allait s'engager dans le dispositif de VAE, se présenter devant un jury, soit avoir son diplôme, et s'il ne l'avait pas, il allait l'avoir partiellement, et donc il allait aller se reformer pour compléter le gap qu'il n'avait pas obtenu. Ça, c'était tel que ça avait été conçu au départ. Sauf que dans les faits, ça ne s'est jamais passé. On a eu à peu près la moitié des gens qui avaient leur diplôme, l'autre moitié qui ne l'avaient pas. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes un adulte qui repart dans une démarche de validation d'acquis? Un, qu'on n'a pas forcément prévenu qu'il n'allait pas avoir tout le diplôme parce qu'il ne couvrait pas le champ. Deux, pour lequel il n'y a aucune forme de complément de formation adapté à un adulte. On ne va pas l'envoyer dans un amphi. On ne va pas lui demander de commencer à préparer une dissertation, etc. Donc en fait, les validations partielles qui auraient pu être des validations complétées par, dans cette logique de sanction, tu y vas et après on réfléchit, elles se sont complètement effondrées dans le système de fonctionnement. Il y a quelques années, a commencé à émerger une nouvelle forme de VAE qui a essayé de compenser ça, qu'on a appelé les VAE hybrides, qui est de dire en fait on va prendre le système dans notre sens, on va commencer par diagnostiquer la carrière de la personne, on va donc faire une première évaluation des acquis qu'on va comparer à un éventuel diplôme, et si on identifie qu'il y a un écart de compétences dès maintenant, on va certes aller chercher par les acquis le bout de diplôme qu'on peut avoir, mais on va anticiper le jury pour se former pendant. Et il y a 6-7 ans, ça existait déjà, mais ça restait limité à dire pour se former, ça reste que limité parce qu'il faut trouver un cours, etc. Et en fait, c'est pas possible quand vous le multipliez par le nombre d'individus qui sont potentiellement sujets à ça, c'est pas possible. Et en fait, ce qui rend ça de plus en plus possible, c'est l'apparence des multimodalités de parcours. Il y en a au moins 2 grandes, c'est la digitalisation des formations, dont on sait un peu maintenant que pris seul, en demandant à la personne d'être autonome, ça marche pas bien, mais dont on sait que quand on l'ajoute à un parcours d'analyse des acquis accompagné, etc., on commence à avoir une petite mayonnaise qui commence à prendre. Si à cela, vous ajoutez ce qu'on a appelé la FEST, qui a émergé en 2018, qui est donc la formation en situation de travail, qui date de 2018, mais en vrai qui date depuis les chasseurs-cueilleurs. Hein. Apprendre par mimétisme, oui, c'est vrai. Ça a toujours existé. La question, c'est comment on fait et pourquoi on le remet au goût du jour aujourd'hui. Et finalement, ça relève un peu du principe de la VAE en 2002. C'est pourquoi d'un coup, on reparle de FEST. Parce qu'on est en train de se dire qu'il n'y a pas que la théorie dans la vie et qu'en faisant, on peut quand même apprendre. Et donc, je finis. Donc ces VAE hybrides, elles ont émergé, elles deviennent un peu la norme. J'entendais l'intervenant d'avant parler du métier d'hôte de caisse. Il a tout à fait raison. Le métier d'hôte de caisse, il disparaît, mais c'est en aucun cas une fatalité. Le métier est en train de se transformer en hôte de la relation client. Donc, pour ça, il faut faire entrer les personnes qui occupent ce job dans l'acceptation que le métier se transforme. Donc, pas dans la menace qu'ils vont perdre leur job, mais dans l'acceptation qu'ils peuvent avoir une valeur dans leur nouvel métier. Le meilleur moyen de faire ça,
c'est de commencer par dire que les acquis de l'ancien métier ont de la valeur et qu'on peut se reposer dessus pour se projeter vers un nouveau métier. Auquel cas, nous, c'est vrai qu'on a mis beaucoup en place de programmes sur ces métiers-là. On est allé chercher un diplôme qui est un bac de accueil, relations clients et usagers, que vous ne pouvez pas avoir en tant qu'hôte de caisse, mais que vous pouvez avoir à 75% en tant qu'hôte de caisse parce que vous êtes Monsieur Jourdain, vous faites de la relation client sans le savoir. Quand vous dites bonjour et que vous accueillez quelqu'un à votre caisse, il faut juste le conscientiser, dans le mécanisme que j'expliquais tout à l'heure, pour que ça se transforme en compétence validable. Si vous y ajoutez un peu de théorie de relation client, vous avez la nouvelle compétence et vous êtes projeté dans quelque chose, dans une pédagogie qui renforce les acquis, qui me permettent de projeter vers quelque chose d'autre et qui me permettent de prendre confiance dans ma posture et de la nécessité que moi je me mette en mouvement et pas que mon employeur me demande de le faire parce que mon métier va disparaître. C'est un changement de paradigme qui est très très important. Alors on le voit, donc presque 20 ans d'existence du dispositif, beaucoup d'évolutions, on voit qu'on est un tournant aussi dans la façon de penser ce dispositif. Est-ce que vous pouvez dire que c'est un véritable levier d'insertion dans l'emploi? En fait, quel est le bilan du dispositif? Est-ce qu'on peut dire que les évolutions de la VAE dont vous nous parliez ont facilité l'insertion dans l'emploi des actifs? Alors, je ne sais pas si je peux dire que telle qu'elle a existé ces 20 dernières années, elle a été un levier d'insertion dans l'emploi, parce que d'abord, elle n'a pas été très volumineuse, donc elle a dysfonctionné très vite, et donc elle a été limitée en nombre par rapport au nombre de personnes qui auraient pu s'engager dedans. C'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, elle a très vite été limitée aux personnes qui avaient beaucoup d'expérience et qui pouvaient aller chercher 100% d'un diplôme et qui avaient la chance soit d'être habiles dans leur récit autobiographique, soit d'être accompagnés, et puis qu'il y en avait la moitié qui perdaient. C'était très décourageant. C'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a eu vraiment une remise en question du principe. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce bilan et ce vers quoi vous tendez? Ce vers quoi on tend, à notre sens, c'est quelque chose qui, à mon avis, en fait, on a eu un bouleversement culturel en 2002, c'était déjà d'accepter qu'on peut obtenir un diplôme sans aller à l'école. Ça a mis 20 ans à entrer un petit peu dans les esprits. Maintenant, ça y est, on est dans cette acceptation-là. Je pense qu'on est en train d'entrer dans quelque chose de nouveau, et notamment avec quelque chose qu'on a appelé, nous, la VAE inversée, mais qu'on pourrait aussi appeler la formation en situation de travail diplômante, c'est un peu de ça dont je voulais parler, qui est de dire qu'on hérite de dizaines d'années de pédagogie ou de politique de formation, dont la colonne vertébrale est systématiquement la théorie dans un programme de formation séquencé en nombre d'heures, etc. Et on est dans la croyance générale et populaire que le savoir réside là-dedans, et donc que la compétence est censée venir de là. Mais on est tous aussi dans le constat qu'on voit bien que ce n'est pas le cas. Et on commence à accepter ça. Et donc, interroger la VAE dans sa capacité à insérer dans l'emploi, c'est se poser la question de dire, est-ce que ça peut non plus être un simple mécanisme de transformation, de validation, mais un mécanisme de montée en compétence, d'apprentissage et d'intégration dans un emploi. C'est pour ça qu'on a appelé ça la VAE inversée ou la FES diplômante. C'est quoi la VAE inversée ou la FES diplômante? La VAE telle qu'on l'a connue depuis 20 ans, c'est vous avez une expérience et a posteriori, vous allez réfléchir à la transformer en diplôme. Mécanisme réparateur dont on a vu que si on l'hybridait avec de la formation, il pouvait aussi aider à se projeter vers autre chose. Donc on avait fait le premier pas déjà d'expliquer que c'était pas que je mets un tampon, mais déjà je peux aller vers la nouvelle forme que prend mon métier, vers etc., etc. On peut aller beaucoup plus loin là-dedans. On pourrait aussi dire, si en France on a inventé un mécanisme génial, d'ailleurs qui est une exception mondiale française, on est en pointe là-dessus, qui permet d'affirmer que l'expérience vaut autant qu'une formation, une compétence et ou un diplôme. On pourrait tout à fait dire que la colonne vertébrale d'un mécanisme de montée en compétence et de route vers l'emploi n'est plus le programme et la théorie, mais la situation de travail. Et ça fait des années qu'on parle d'entreprise apprenante, et de rendre vraiment l'entreprise apprenante en disant que le centre de formation, c'est avant tout l'entreprise. On parlait d'alternance tout à l'heure. Quand on parle d'alternance, on est dans l'acceptation que le jeune qui arrive en alternance, au premier jour de son emploi, il est réputé pas compétent, puisqu'on l'envoie le lundi et le mardi en cours et on confie à l'école de le former. On pourrait tout à fait faire évoluer ce paradigme, sans le supprimer, parce que je parle de quelque chose évidemment de complémentaire, mais vous savez qu'aujourd'hui on parle beaucoup des NEET, des demandeurs d'emploi de longue durée, on parle beaucoup des secteurs pénuriques qui n'arrivent pas à recruter, avec une exigence de qualification et de diplôme, et de l'autre côté on a des gens qui n'ont pas de qualification et de diplôme, mais qui ont probablement très envie. Et on parlait des soft skills tout à l'heure, donc à un moment donné, on peut se dire, OK, comment on bouche ce trou dans la raquette là, puisque ces personnes-là, elles ne veulent plus aller à l'école, on le sait, c'est une sorte de décrochage avec ça, et ceux-là, ils veulent des diplômes. Alors maintenant, et ça, vous avez des propositions là-dessus. Oui, c'est là où on parle de formation en situation de travail diplômante. Si on est dans l'acceptation que la situation de travail peut pourvoir en compétences, on pourrait tout à fait accepter de l'encadrer, et on sait que le danger de la situation de travail, c'est dire,
assis-toi là et regarde ce que je fais, et par un acte un abracadabra et une baguette magique, tu vas devenir compétent. C'est faux. La formation en situation de travail ne peut pas marcher par elle-même. La formation de travail requiert quelques prérequis pour qu'elle fonctionne. Il y en a un génial, on l'a inventé en 2002, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le mode pédagogique de VE, qui est le récit expérientiel, qui permet de conscientiser, de rentrer dans une réflexivité et de tirer profit systématiquement de ce qui m'arrive. Si, au lieu de le faire a posteriori d'une expérience, je le fais pendant une expérience dans quelque chose qui a été conçu pour, c'est-à-dire des situations de travail progressives dans lesquelles j'aménage des moments où quelqu'un me dit « Alors, qu'est-ce que tu as fait cette semaine ? Tu es en train d'apprendre à être technicien fibre, tu n'es pas allé à l'école, mais tu viens de passer une semaine avec un technicien fibre senior. Donc, tu as vu des trucs. Qu'est-ce que tu as vu ? J'ai compris que, etc. Ok. Et par ce mécanisme itératif de faire, d'analyser, de conscientiser, de faire, d'analyser, conscientiser, on voit bien que la colonne vertébrale du mécanisme d'apprentissage, c'est l'entreprise et le travail, mais que ça ne marche que si j'ai un moment d'oxygénation qui me permet de conscientiser ça. Et vu que j'ai un truc qui s'appelle la validation des acquis en France, qui peut se mettre en bout de chaîne, je peux tout à fait accepter que tout ce processus-là devienne diplômant à la fin, quand je suis prêt. D'accord, donc c'est vraiment intégré aux entreprises, parce que c'est vrai que quand on dit le centre de formation doit être dans l'entreprise, forcément que les entreprises doivent aussi bondir en disant on investit, voilà, l'investissement c'est nous qui le faisons, c'est déjà beaucoup de temps passé, on nous demande encore d'investir, mais c'est plus dans la façon de travailler finalement avec ses collaborateurs, de plus prendre en compte le retour et de conscientiser en fait ce qui s'est passé. Mais attention, en 2018, le gouvernement a fait un acte majeur, il a inventé la FEST ou réinventé la FEST. Et qu'est-ce qu'il a dit à travers ça ? Il n'a pas inventé la FEST, puisque ça existe depuis des millions d'années. Il a dit la FEST devient finançable. Ce qui veut dire que ce que vous venez de dire sur l'investissement des entreprises, il est, comme n'importe quelle minute de formation classique, finançable pour l'entreprise. Donc l'effort financier qu'il y a à faire, l'État reconnaît qu'il a un coût et qu'il peut être financé. Par contre, il faut qu'on accepte tous que c'est ça le support. Il faut qu'on accepte tous que la situation de travail en elle-même ne suffit pas, elle ne marche que parce qu'il faut accompagner le couple, moi j'appelle ça le couple festeur-festé, ou tuteur-tutoré. Vous voyez, il y a un tuteur dans un contrat d'apprentissage. Sauf que dans un contrat d'alternance, dans un contrat d'apprentissage, le terrain prend toujours le relais. Ce qui est important, c'est servir le client, etc. Donc c'est difficile pour un tuteur d'être systématiquement concentré sur le mécanisme d'apprentissage de son tutoré. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le lundi et le mardi, il va en cours et qu'il est réputé aller se former en cours. Sauf que si on dit que c'est dans l'entreprise que ça se passe, le rôle du tuteur devient beaucoup plus important. Et on ne peut pas donner cette responsabilité pleine et entière au tuteur, puisque le tuteur, par définition, c'est un technicien du métier. Ce n'est pas forcément un pédagogue. Donc ce qu'on peut lui demander, c'est de créer des situations de travail apprenantes et de prendre du temps pour analyser. Mais on est obligé de créer un mécanisme d'accompagnement de ce couple tuteur-tutoré, de ce couple festeur-festé, pour individualiser le parcours, aller au rythme de la personne et revenir sur l'ouvrage quand c'est nécessaire et faire en sorte que les situations de travail s'amalgament et s'additionnent pour, à la fin, correspondre au référentiel de compétences qui est censé être à la fois celui du métier et normalement celui du diplôme qui correspond au métier. Et là, vous avez un mécanisme où, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a quand même 20% de la classe d'âge chaque année qui quitte le système scolaire sans diplôme. On a de plus en plus de secteurs pénuriques qui n'arrivent pas à recruter. On pourrait être dans l'acceptation générale qu'on peut former par le travail, et on pourrait sécuriser ça par ce mécanisme d'accompagnement et de diplomation à la fin. On boucle la boucle. Donc vous me parliez de l'acceptation des entreprises tout à l'heure. Nous, on l'a vu de notre poste d'observation, d'un point de départ qui était de dire je veux des gens qualifiés, et du coup, à tel point, je suis tellement bloqué dans cette situation que je me mets dans une situation de pénurie d'emploi. Maintenant, depuis, je dirais 1 an, 2 ans, 3 ans, à minima les secteurs pénuriques, et je pense les PME aussi beaucoup, parce que les PME ne pensent pas diplôme, les PME pensent individu, soft skills, posture, compétences. On voit aujourd'hui que les entreprises, elles se sont dit, en fait, maintenant, on est prêt à embaucher des gens dont on ne voulait pas avant, parce qu'ils n'avaient pas les bons diplômes, les bonnes qualifs. Par contre, donnez-nous les moyens de les mettre dans l'emploi. Et en fait, avec ce mécanisme de FEST diplômante ou de V inversé, appelons-le comme on veut, qu'est-ce que c'est ? On est dans un mécanisme de montée en compétences, coaché, qui est aussi donc à la fois un mécanisme d'intégration dans l'emploi, puisque l'emploi démarre tout de suite, et qui rassure tout le monde parce qu'il peut être diplômé à la fin. Et donc là, on pourrait parler de nouvelles pédagogies individuelles et actives qui ne seraient pas à la marge, qui deviendraient la norme. Parce que la finalité de tout ça, et je vois qu'il nous reste 2 minutes, donc je vais vous laisser poser une question après. Oui, j'ai envie de poser une dernière question. La finalité de tout ça, c'est en fait l'acceptation qu'on est peut-être allé trop vers le tout théorique, qu'il ne faut peut-être pas aller trop vers le que pratique, mais que la multimodalité
qui est un aller-retour permanent entre un peu de théorie, un peu de pratique, quelqu'un qui m'aide à conscientiser, à réfléchir et l'itération de tout ça est probablement la bonne formule qui permettrait de répondre à tout le monde. Très bien. Donc effectivement, la dernière question, c'est que vous puissiez adresser un dernier message à ceux qui nous écoutent. Donc déjà, pour vous, voir si c'est un vrai levier, la VAE, pour faire face à ces transitions rapides et révolutionnaires de notre économie et du marché du travail. Et puis, comment est-ce que vous voyez la VAE dans 20 ans? Oui, le gouvernement s'est saisi du sujet. Donc il y a une première condition qui est la volonté politique, qui me semble être là maintenant, et ça devrait avancer, j'espère, dans les mois prochains. Mais il n'y a pas que la volonté politique. Il y a nous, le secteur, c'est-à-dire nous, les formateurs, qui sommes habitués à faire ces pédagogies collectives et descendantes avec des PowerPoint et des salles. Il faut qu'on accepte de devenir des accompagnateurs à la montée en compétences, tous. Donc il y a une transformation du secteur qui est nécessaire. Et puis évidemment, après, il y a le secteur de l'entreprise, il y a les employeurs. Mais moi, je crois beaucoup que si on est dans l'incapacitation des individus par ce type de mécanisme, quand ils vont se présenter devant un employeur, ils vont de toute façon le convaincre. Et donc c'est comme ça qu'on va transformer la posture des entreprises. Donc commencer dans 20 ans, moi je pense que dans 20 ans, il n'y aura plus de VAE, mais on aura inventé une nouvelle pédagogie qui est une pédagogie individualisée, sur mesure, qui est multimodale, avec un peu de digital, un peu de formation en situation de travail, un peu d'accompagnement et un peu de théorie parce que c'est toujours nécessaire. Eh bien, merci beaucoup, David Rivoire, donc des Deux Rives, fondateur des Deux Rives, d'avoir été dans cette transparence aussi sur l'état actuel de la VAE, sa transformation et ce que ça pourrait être dans 20 ans. Merci. Alors, l'évaluation des compétences acquises par l'expérience peut donner des orientations nouvelles dans le secteur des énergies renouvelables. Par exemple, on se retrouve tout de suite pour en parler.